Bon midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Véronique Vermette, je suis Bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue au Midi Conservation du mois de mars, 31 mars, effectivement, date charnière pour plusieurs. Je vous souhaite la bienvenue sur notre réseau RMN, Réseau de milieux naturels protégés, pour un Midi Conservation. On va prendre le temps de s'installer. Je vous invite à aller vous chercher quelque chose à grignoter pour passer l'heure du lunch avec nous. On va commencer en quelques secondes, quelques minutes. Je vous informe que les micros sont fermés en ce moment. Question d'éviter la réverbération de son. Et par contre, vous avez accès à la boîte de chat. Donc, si vous voulez vous familiariser avec les paramètres d'utilisation de GoToWebinar, vous avez la boîte de chat où vous pouvez poser des questions et interagir entre vous au besoin, ou me poser des questions, ou poser des questions à notre invitée aujourd'hui, qui est Mme Lynne Boutier, qui s'en venait à l'instant. Donc, on va lui laisser le temps de s'installer. C'est sûr qu'avec toujours des Zooms et autres logiciels virtuels, il y a toujours des petits délais, des fois des petites problématiques. Donc, je vous informe que le RMN tient à tous les mois, en fait, ses sessions Midi-Conservation à chaque fin de mois, à tous les derniers mercredis de chaque mois. Donc, à chaque mois, c'est un sujet différent en lien avec la conservation, la protection des milieux naturels, de sites de conservation volontaire, donc de sites qui appartiennent à des individus ou des organismes de conservation à travers le Québec, particulièrement dans le sud du Québec. Donc, je vois qu'on a 27 participants en ligne. J'attends toujours Madame Boutillier. Je vais vous la présenter. Je pense que je vais débuter et je vais vous la présenter lorsqu'elle rentrera en salle. Tout d'abord, peut-être on pourrait commencer par un petit sondage. Je vais vous lancer un sondage. Vous pouvez voir votre écran, vous pourrez y répondre directement. J'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez la rainette et son habitat? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler de la rainette faugrillon? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est une espèce complètement inconnue de vous? Donc, vous devriez être en mesure de voir à votre écran cette question. Connaissez-vous la rainette faugrillon et son habitat? Oui, j'en ai déjà entendu parler vaguement dans les médias, peut-être si vous êtes de la région de Montérégie, peut-être plus particulièrement. Oui, je m'intéresse vraiment à sa condition, à son statut, à son habitat, etc. Non, je ne sais même pas de quoi qu'on parle. Je suis venue par curiosité, mais j'aimerais bien peut-être découvrir qu'est-ce que c'est. Donc, je vous invite à répondre au sondage interactif juste au moment présent. Les réponses rentrent bien. Oh, j'ai un petit 4% de non. On parle de quoi, là? C'est intéressant. On a 16% des répondants, en fait, qui disent « Oui, j'en ai déjà entendu parler vaguement, donc j'espère que vous êtes les bienvenus sur la station. J'espère pouvoir vous la faire découvrir et vous intéresser à son sujet. » 80% super, ben, je m'intéresse déjà à sa condition, donc tant mieux, vous êtes déjà informés. Ça va être plus facile aussi peut-être de vous engager après ça. Puis le 4%, non, on parle de quoi là? Ben, soyez à l'affût, soyez à l'écoute, vous allez apprendre plein de trucs aujourd'hui. Puis en espérant que vous allez poursuivre votre apprentissage, votre découverte de la rainette faugrillon. Donc, je ferme le sondage et je vais passer à la diapo suivante. Je vais fermer ma caméra, comme ça, vous allez pouvoir avoir l'ensemble de l'écran en présentation. Donc, voilà. Ça y arrive. Mais effectivement, la rainette faugrillon, on en a parlé beaucoup dans les dernières années, des fois peut-être pas en bien. On a eu, dans les dernières années, enfin, c'est sûr qu'au niveau des biologistes, au niveau de l'environnement, on en parle déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années, comme quoi que sa situation, elle est précaire. Le nombre des populations a grandement diminué avec le boom résidentielle domiciliaire, entre autres, qu'il y a eu autour de Montréal. Donc, Montréal s'est développé avec des couronnes et de plus en plus, on élargit les centres urbains. Il y a aussi dans la région de l'Outaouais, aussi la région de l'Outaouais, la région de Gatineau qui prend aussi de l'expansion. On a des populations de rainette faugrillon à cet endroit-là. Donc, oui, à l'intérieur, ça fait longtemps qu'on en parle, mais dans les médias particulièrement, je vous ai mis des extraits de journaux
On a commencé à en parler quand il y a eu un projet de développement assez d'importance à la prairie, qui était en grande majorité dans l'habitat de la rainette faugrillon, donc sur les populations. Donc, il y aurait eu de l'assèchement, il y aurait de la construction, etc. Puis, on peut assumer qu'il n'aurait pas resté grand-chose de la rainette faugrillon à cet endroit-là. Et donc, il y a eu une levée de bouclier de la part de différents groupes environnementaux pour déclarer ce cas-là, parce qu'au Québec ou au Canada, il y a quand même des lois qui protègent certaines espèces à statut particulier. La rainette faugrillon a un statut d'espèce vulnérable à la disparition. Et donc, on a des lois, on a des règlements, mais qu'on peinait à appliquer. Et donc, après maintes discussions et démarches légales aussi, il y a un décret qui a été créé, donc qui a été imposé en fait sur le territoire de la ville de la Prairie et qui touche aussi d'autres municipalités autour en 2017. Donc, ça fait en sorte que ça a créé en fait un précédent, une jurisprudence, parce que c'était un premier décret en site protégé privé. Donc, souvent, les lois s'appliquent sur les terres de l'État, les terres gouvernementales, mais là, on venait intervenir sur le terrain d'un monsieur, madame, tout le monde, d'une entreprise, en leur disant, mais vous avez des espèces en péril à cet endroit-là et vous ne pouvez pas intervenir, vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas, on pourrait dire, jouir de votre bien pour maintenir la biodiversité, pour maintenir cette espèce-là au bienfait de la collectivité québécoise. Donc, vraiment, c'est une bataille qui s'est rendue jusqu'à la Cour suprême, dont les tenants aboutissants ont été très positifs au niveau de l'environnement. Comme je vous ai dit, ça a créé de la jurisprudence. Donc, on espère que cela aura sensibilisé en fait d'autres groupes, d'autres organisations, d'autres organismes, certaines municipalités aussi, à la présence des espèces à statut. Donc, notre petite rainette. La rainette faugrillon. La rainette faugrillon, en fait, on a deux espèces de rainettes faugrillon. On a la boréale et on a... attendez, je veux juste voir si Lynn, elle est arrivée avec nous parce que Lynn, c'est l'experte des rainettes. Donnez-moi juste quelques secondes. Je ne crois pas qu'elle a pu nous rejoindre. Mais on va continuer. En fait, au Québec, on a 11 espèces d'anours, de grenouilles, et on a plusieurs espèces de rainettes. Les rainettes, c'est des petites grenouilles, en fait, qui grimpent. Donc, elles ont des petites ventouses au bout de leurs pattes. Et au niveau des espèces, des rainettes faugrillons, on a la rainette faugrillon de l'Ouest et la rainette faugrillon boréale. Et dans le sud du Québec, si on s'était parlé il y a quelques mois, on aurait parlé de la rainette, un an ou deux, on aurait parlé surtout de la rainette faugrillon de l'Ouest, parce que là, statut un nom légal. Mais avec les récentes analyses génétiques, on a découvert que finalement, elle serait plus apparentée à la rainette faugrillon boréale. Celle-ci présente, on l'identifiait plus dans le nord du Québec. Donc, on est rendu, par génétique bien sûr, et non par nom, à avoir des rainettes faugrillon boréales dans le sud du Québec et aussi dans la région de la baie James. C'est vraiment une petite grenouille, très, très petite, plus petite qu'un 2 $, en fait. Donc, c'est la plus petite de nos grenouilles. Comme j'ai dit, on la retrouve en Outaouais et en Montérégie. Donc, vraiment un habitat qui est une aire de distribution, une aire de répartition très limitée dans deux régions. Ça ne veut pas dire que dans le passé, il n'y en avait pas plus. On la retrouvait beaucoup plus largement dans le sud du Québec il y a 30-50 ans, mais à cause du développement urbain, à cause du développement agricole aussi, son habitat, son aire de répartition s'est réduite de plus en plus à quelques sites, à quelques populations, à quelques métapopulations dans ces deux régions-là, donc l'Outaouais et la Montérégie. Grosse nouvelle, la rainette faugrillon du sud du Québec est sortie de son hibernation, on le croit bien, en fin de semaine. Enfin, on a observé nos premiers spécimens en fin de semaine. Donc, c'est une des premières rainettes ou grenouilles à sortir d'hibernation, même quand c'est encore froid, même quand il y a encore de la glace dans les étangs. Elle se reproduit très tôt, donc en avril, et on la retrouve principalement dans des étangs temporaires peu profonds.
je vais vous montrer de quoi a l'air son habitat. Et je l'espère, si je peux vous faire entendre son chant. Je vais repartir la vidéo. Vous pouvez m'inscrire dans la boîte de chat là, si vous entendez bien le son aussi, ou si l'image est bonne. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est un site à la prairie. C'est une ligne de transport électrique quand même majeure et c'est souvent un habitat qui est préféré de la rainette faugrillon parce que c'est un milieu ouvert. Donc, c'est des étangs qui accumulent l'eau au printemps, qui sont ouverts, donc qui sont ensoleillés quand même assez rapidement. Donc, l'eau se réchauffe aussi plus rapidement. Et comme on voit là, même sur la photo figée, là, on voit que c'est quand même peu profond. Donc, vous allez marcher à cet endroit en ce moment, vous allez avoir les pieds dans l'eau. Par contre, je ne vous encourage pas à aller marcher dans les étangs de reproduction, bien sûr. Mais tout ça pour dire que si vous allez voir les étangs en ce moment, vous allez voir de l'eau. Mais cet été, ça va être complètement séché. Il va y avoir une belle végétation de plusieurs centimètres, voire même mètres de haut à cet endroit. Si quelqu'un peut juste écrire dans la boîte de chat si le son était bon, j'apprécierais. On va passer à la suivante. Et donc, on la retrouve principalement, comme j'ai dit, en milieu ouvert, mais on la retrouve aussi, comme vous voyez sur la photo de droite, en milieu forestier. Elles sont moins nombreuses. Il y a moins de sites, en fait, qui sont en milieu forestier. Il y a une certaine préférence pour les sites ouverts, comme sur la photo de gauche. Et là, je vois que Mme Boutier vient d'arriver. Je vais lui laisser le temps s'installer. Donc, ce qu'on appelle les friches, comme sur la photo de gauche, ce sont ces habitats préférentiels. Et ceux de droite qu'on appelle des marécages arborescents ou parfois même des marécages arbustifs, donc qui sont composés, c'est des milieux humides, des milieux sous les arbres ou sous les arbustes. On peut retrouver la rainette faugrillon à cet endroit. Donc, Lynn, si tu m'entends, si tu peux ouvrir ton micro. Ça ne sera pas long. Donc, Lynn, si tu m'entends, je ne t'entends pas. Je vais continuer la présentation et tu peux nous rejoindre dès que tu le peux. Parfait. Bon, ben, ce genre d'habitat-là, avec ce genre d'habitat-là, ben, ça ne serait pas le problème par rapport à la rainette faugrillon. La rainette faugrillon, de façon naturelle, a quand même pas les meilleures chances de son côté. En fait, elle a une faible capacité de dispersion. Donc, vu qu'elle est très, très petite, elle ne vit pas des dizaines d'années non plus. On dit 1 à 5 ans peut-être, selon certaines études. Donc, elle ne se déplace pas de beaucoup de distance. Donc, ça peut lui faire une limitation parce qu'elle est sensible à la fragmentation de ses habitats. Donc, c'est-à-dire si, par exemple, en 2 étangs où elle pourrait se promener d'un étang à l'autre, d'une année à l'autre, il y a une route où il y en a un étang qui est détruit et il faut qu'elle se rende au prochain, au suivant, à 300 mètres, à 500 mètres plus loin. C'est fort probable qu'elle n'y arriverait pas. Donc, sa faible capacité de dispersion, c'est un facteur limitant. On a la reproduction aussi qui est limitée à quelques années, comme j'ai mentionné. Elle a des caractéristiques d'habitat très spécifiques, comme je vous ai montré sur les photos, mais on voit que c'est des milieux humides peu profonds, qui s'assèchent durant l'été parce qu'on ne veut pas avoir non plus des prédateurs, par exemple, comme de la grenouille verte, pardon. Ou du poisson, par exemple, qui pourrait prédater les petits bébés, les petits têtards. Donc, on veut des étangs qui s'assèchent. On veut des étangs qui soient quand même assez éclairés, qui a un taux d'ensoleillement suffisant. Lynn, tu viens nous rejoindre? J'essaie. On t'entend. Tu es maintenant sur les ondes, Lynn. Ah, bon, désolée, j'ai eu beaucoup de problèmes, mais là, je suis là. Lynn, je vais te présenter Lynn Boutier. Lynn est biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, dans la section Montérégie. Et Lynn, en fait, depuis plusieurs années, travaille
de nombreuses années travaillé sur la rainette Faugrillon, entre autres en aménagement. Puis donc, c'est elle qui est aussi en charge, qui est derrière ce volet de plan de communication qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Donc là, en fait, on est en train de discuter des facteurs limitants naturels, mais là, on s'embarquait dans les menaces. Donc, si tu veux me suivre, au niveau des menaces, on parle de terre privée, on parle qu'il n'y a pas de soutien légal en ce moment. Oui. Est-ce que tu veux poursuivre? Ah, OK, parfait. Ben, effectivement, on a des lois qui permettent d'identifier les espèces qui sont susceptibles d'être désignées. On peut les désigner, mais au niveau du provincial, on a une petite problématique au niveau de la désignation des habitats en terre privée. Pour l'instant, il n'y a aucun règlement qui fonctionne au niveau du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. C'est sûr qu'il y a d'autres règlements ou lois indirects, mais disons que ça ne fonctionne pas parfaitement pour ce qui est des habitats de la rainette Faugrillon. Admettons, prenons un exemple de la loi d'équité de l'environnement pour la protection des milieux humides. Bon, oui, on peut probablement protéger certains milieux de reproduction de la rainette, mais par contre, tout le reste de son cycle vital qu'elle fait en milieu terrestre n'est pas protégé. Donc, autrement dit, on peut bien protéger des sites de reproduction, mais si on n'a pas l'ensemble des habitats nécessaires à une population pour se maintenir, bien, finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau, si on veut. Puis si on parle au niveau du deuxième point, je l'ai abordé un petit peu tantôt avant ton arrivée, que dans les dernières années, dans les 20 dernières années, dans les 30 dernières années, il y a vraiment eu une diminution drastique du nombre de populations. Puis ça, malgré les plans de rétablissement que le gouvernement du Québec a mis en place ou les programmes de rétablissement aussi du gouvernement fédéral. Il y a eu des plans de conservation locaux aussi qui ont été remis à plusieurs municipalités. Il y a vraiment une multitude d'efforts qui ont été faits. Pourquoi on observe une diminution qui finalement ne s'arrête pas, qui ne va pas dans l'autre sens finalement? C'est que c'est changer des lois et des règlements, ça prend énormément de temps. C'est des mécanismes qui sont très lourds à mettre en place. Alors, c'est ça qui limite un peu. Puis du côté bien entendu, de tout ce qu'on peut faire autour, puis il y a quand même plein d'organismes qui travaillent très fort. Ce qui est un frein, c'est souvent le prix des terrains qui sont zonés blancs pour la plupart, donc qui ont une très grande valeur. Donc, souvent, les terrains sont transigés à des prix de plusieurs dollars le pied ou le mètre carré. Donc, ce n'est pas accessible nécessairement facilement aux organismes de conservation ou même à des programmes gouvernementaux. On préfère, tant qu'à mettre de l'argent, des millions, d'aller acheter de plus grandes superficies que d'acheter un tout petit terrain au milieu de la ville de Longueuil. Très bon point, tu as mis le doigt sur quelque chose qui touche nos organismes de conservation. Effectivement, on travaille beaucoup dans le sud du Québec où il y a vraiment les pressions sur la biodiversité. Il y a beaucoup d'espèces en péril, particulièrement dans le sud du Québec. Puis effectivement, si on veut faire de la protection, c'est souvent de la protection en terre privée. Donc, un propriétaire qui peut céder son terrain, soit via une servitude, donc avoir un accord de conservation, c'est une chose, mais aussi pourrait céder soit par don ou avec l'achat, puis effectivement, l'achat, ça devient cher vite. Puis, tu as mentionné aussi au niveau des programmes de subvention pour faire de l'acquisition. En ce moment, dans le milieu, on parle beaucoup d'hectares. On veut acquérir des superficies, des grandes superficies. C'est des beaux objectifs, puis c'est très louable. Mais dans le cas de la rainette Faugrillon, on l'a dit tantôt, son habitat, son site est quand même circonscrit, puis il n'est pas très, très grand non plus. Elle est vraiment localisée à certains endroits en particulier, puis pas peu étendue. Fait que des fois, effectivement, les programmes de subvention s'adressent un peu moins à soutenir la rainette directement. Mais par contre, si on rentre la rainette dans un ensemble de milieux naturels d'importance, à ce moment-là, elle pourrait être protégée. Puis, on mentionne aussi que plusieurs propriétaires ou gestionnaires d'habitat sont peu outillés pour comprendre et agir rapidement pour la protection des populations sur le territoire. Le discours sur la rainette s'est fait
c'est mon opinion personnelle, c'est fait surtout au niveau du monde de l'environnement, les biologistes, la connaissance scientifique, la recherche dans les dernières années, mais on n'est pas nécessairement tous sur le terrain. Puis il y a bien d'autres joueurs finalement qui rentrent dans la discussion maintenant. Autant des municipalités que des citoyens, que des propriétaires. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben je suis d'accord. Il y a plusieurs initiatives qui se font présentement pour essayer il y a eu des plans de conservation qui ont été édités par l'équipe de rétablissement. Il y a eu d'autres plans aussi de conservation à une plus grande échelle. L'Atlas des milieux sensibles ou d'intérêt. Alors, il y a plusieurs choses qui pointent vers des milieux et la rainette fait partie des milieux les plus importants dans la CMM et entre autres en Outaouais parce que c'est un milieu bien spécifique il n'y a pas beaucoup d'autres espèces qui peuvent, disons, servir d'espèces parapluie pour ce type de milieu-là. Donc, c'est ces espèces-là la rainette est vraiment visée souvent comme un élément de la biodiversité important. Maintenant, en terre privée, ben c'est les propriétaires qui ont l'avantage dans le sens qu'ils sont propriétaires, ils payent des taxes pour ces terrains-là. Donc, ils veulent être libres d'en faire un usage comme ils le veulent. Et les efforts pour permettre la conservation, c'est comme, je dirais, c'est comme un chemin de Damas, je pourrais dire, c'est d'avancer morceau par morceau, malgré toute l'énergie qu'il y a autour et tous les efforts qui sont faits, ça n'empêche pas qu'on doit procéder morceau par morceau, terrain par terrain, parce qu'il n'y a pas une initiative plus globale qui traite de tous les habitats en même temps. Donc, admettons, prenons l'exemple de la ville de Boucherville, qui est très proactive dans l'acquisition de terrain. Elle a ciblé certains terrains, elle les a acquis, elle en a acquis d'autres aussi en allant chercher un peu de l'argent de d'autres sources pour pouvoir l'aider à acquérir des terrains. La plupart des terrains comme ça qui peuvent être acquis sont souvent en zone soit agricole, où ils ont une valeur un petit peu moindre que des zones zonées blancs, là, parce que c'est plus difficile en zone et blanc. Il y a d'autres municipalités comme la ville de Longueuil aussi qui étaient déjà propriétaires de terrains puis qui travaillent à faire des projets de conservation. On a un projet de refuge faunique, entre autres, avec la ville de Longueuil. Il y a d'autres municipalités aussi qui essaient d'avoir des règlements municipaux pour essayer de favoriser la conservation des milieux naturels. Mm-hmm. Mais il reste quand même que pour avoir une conservation bonne et durable et pérenne, ça va par des projets vraiment globaux de conservation avec des statuts de conservation pérennes, donc soit des servitudes de conservation ou un genre de protection qui pourrait être comme octroyé par une cartographie légale comme tel. Donc, il y a du travail à faire encore, puis ça fait 20-25 ans qu'on travaille sur l'espèce. On a fait des gains, là, c'est certain, mais on a encore énormément de travail à faire parce que les moyens qu'on a, c'est vraiment limité. Il faut travailler vraiment morceau par morceau. Mais le temps presse parce que, malheureusement, les milieux se fragmentent par les projets et tout ça. Donc, ça limite d'autant plus la capacité qu'on a de faire de la conservation viable. Mm-hmm. Et donc, de ce que je comprends, dans ma tête ou dans ma compréhension aussi, c'est que la protection du territoire arrive un peu en dernier lieu, dans le sens où c'est une étape qui peut être très longue, d'instaurer des statuts de conservation, de faire des ententes avec des propriétaires, etc., de créer des outils comme des plans de conservation, etc. Mais si on repart de la base, comment qu'on fait pour augmenter finalement cette participation-là? Qui peut mettre l'épaule à la roue? Ben, en fait, c'est un petit peu le but du projet qu'on voulait présenter aujourd'hui. C'est un projet de plan de communication très large pour parler de la rainette fougrillon et son habitat. Donc, de la faire connaître
et de démystifier l'espèce, démystifier l'habitat. On associe des fois même des milieux humides, les milieux humides à des milieux sans valeur, des nids à maringouins, etc. Donc, nos messages vont porter vers ça. Et donc, en fait, Lynn t'a initié en 2019, dès 2019, en fait, puis ça dure, là, on est rendu à la 3e année, on s'en ligne vers la 4e aussi demain, je l'espère. Tu as rassemblé, je pense, 15-16 organisations là, qui participent à ton projet, c'est ça? Oui, en fait, on s'est rendu compte assez vite qu'on a besoin de faire aimer cette espèce-là parce que il y a une dizaine d'années, là, juste pour revenir sur, il y avait eu l'année de la biodiversité et il y avait eu des études de fait et les gens se sont rendus compte que pour sensibiliser les gens, parce que à la base, c'est la pression des gens, des citoyens qui fait changer les choses souvent, qui fait virer les paquebots de sens. Et pour ça, il faut faire connaître, il faut faire aimer, parce que aimer la nature, ou aimer ou vouloir la protection des milieux naturels, c'est d'abord et avant tout une émotion, un contact qu'on a avec la nature, et il faut la faire connaître. C'est pour ça que les gens défendent souvent les cerfs de Virginie, parce qu'on les voit, puis c'est des bêtes attachantes, ils ont l'air sans défense. Comme le beluga aussi, qui est tellement beau, une belle bébête toute blanche. Mais la rainette, elle est si petite, elle n'est pas visible. Souvent, très peu de gens savent qu'elle habite pourtant à côté d'eux, dans des milieux qui sont souvent perçus comme étant vraiment des milieux laissés pour compte, un peu vagues, puis qu'on a hâte de voir se construire quelque chose pour faire ça propre. Donc, il faut travailler très fort à faire connaître l'espèce, à la faire aimer. Pour ça, il y a plusieurs... il faut la faire aimer à différentes clientèles. Donc, on a fait en premier, la première année, on a fait un regroupement des principaux acteurs qu'on avait, des partenaires qui étaient déjà engagés pour vérifier avec eux qu'est-ce que pourrait être les choses qu'on pourrait faire, qui pourraient aider nos partenaires à parler davantage de l'espèce, de ses habitats, et aussi essayer de la faire découvrir et de la faire aimer, mais aussi de faire comprendre le bienfait d'avoir des milieux humides, des milieux naturels à proximité des gens. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte pas seulement des beaux paysages, mais ça apporte aussi une dimension de séquestrer le carbone et tout ça. Mais avant tout ça, ce que ça apporte, c'est le contact avec la nature. Et pour ça, bon, désolée, j'ai un appel sur un autre téléphone, alors je vais juste terminer. Alors, tout ça pour dire que on a besoin de sensibiliser à différents niveaux les gens à cette réalité-là, parce qu'il faut lui trouver un visage. Et puis, on espère que la rainette sera un bon visage pour faire connaître les milieux naturels et les milieux de la biodiversité qui sont proches des gens, parce qu'elle est tout à fait proche des gens. Elle est proche de l'agglomération de Montréal, elle est proche de l'agglomération d'Ottawa. Donc, je trouve que c'est vraiment le meilleur porte-étendard, mais elle a été déjà assez malmenée dans les journaux. Elle est souvent décriée comme étant une pauvre grenouille qui empêche les gens de pouvoir construire puis de faire leurs projets. Mais là, on voulait renverser la vapeur. Donc, de ce que je comprends de l'initiative, c'est que vous avez commencé par une étude marketing, donc pour identifier vos publics cibles. Et si je ne me trompe pas, c'était entre autres, il y avait des propriétaires terriens, des agriculteurs, des municipalités, les citoyens aussi, comment ils perçoivent la rainette, qu'est-ce qu'ils veulent entendre, comment ils veulent se faire présenter, aussi le contenu peut-être et les connaissances. Et de ce que je comprends, c'est qu'il faut adapter notre message, notre plan de communication à chaque public cible, c'est ça? Oui, effectivement, parce que pour certains, ce qui va les faire vibrer, c'est pas la même chose que pour les autres. Prenons juste un exemple. Vous avez des amateurs d'oiseaux, ben si vous les amenez visiter un milieu où il y a de la rainette au printemps, puis ils vont voir tout de suite que ça représente un habitat de choix pour l'observation d'oiseaux. Alors là, on va les avoir, mais si on prend
une municipalité, ben pour eux, c'est peut-être plus de vérifier, tu sais, qu'est-ce qui pourrait être, ça pourrait devenir un parc pour leurs citoyens, ça peut augmenter la valeur des maisons, donc des taxes qui en retirent, qui sont autour de ces milieux naturels-là. Fait que tout dépendant de la clientèle, il faut à la fois parler des, excusez-moi, des avantages que peut apporter la conservation, pas simplement en présentant l'espèce, mais en présentant aussi les bienfaits que la conservation apporte à l'ensemble des clientèles. Fait que là, il faut choisir nos canaux, il faut choisir aussi les arguments qu'on a. Mais si on prend un promoteur, c'est peut-être de lui donner des mesures de conciliation des usages qu'il fait de ses terrains avec la présence de l'espèce. Alors peut-être qu'il faut démystifier que des fois, on peut cohabiter avec elle. Prenons un agriculteur, entre autres. On peut peut-être présenter aux agriculteurs une façon de cohabiter avec l'espèce tout en permettant des opérations, de maintenir leurs opérations, mais avec des mesures d'atténuation. Un peu comme un propriétaire qui serait Hydro-Québec, par exemple, ou une autre compagnie qui a des milieux qui leur appartiennent, puis ils peuvent en faire une gestion qui soit favorable à l'espèce. Alors, il y a plusieurs façons. Donc, c'est un peu ça qu'on est allé chercher avec nos partenaires je dirais, de première mouture, c'est de vérifier quelles sont les choses qui marchent, quels sont les discours qui résonnent, et c'est ce qu'on veut entreprendre. Puis les gens nous ont dit, nous, on manque d'informations, on a besoin d'être accompagnés, on veut rencontrer des experts. C'est un peu ça qu'on veut faire pour l'ensemble des clientèles, puis pour le public particulièrement. Les gens ont besoin de se retrouver dans la nature, de vivre des occasions où ils vont se connecter avec la nature. Donc, on veut proposer des activités de découverte. Ça s'est fait dans la ville de Boucherville depuis plusieurs années et d'année en année, les citoyens étaient toujours plus nombreux. Fait il y avait un engouement vraiment de découvrir qu'est-ce que les milieux naturels de proximité pouvaient leur apporter comme expérience. C'est ça qu'on veut aussi offrir au public. Super. Puis, de ce que je vois des 6 objectifs du plan de communication qui sont affichés à l'écran en ce moment, il y a un peu de tout pour tout, dans le sens où il y a différents messages, différents publics. Puis, comme tu dis, il y a différents partenaires. On l'a montré tantôt avec les logos. D'ailleurs, je m'excuse, il y en a un qui a été erroné, c'est la Commission de la capitale nationale, c'est pas le bon logo. Mais tous ces partenaires-là, des municipalités, des particuliers, des organismes de conservation, mettent tous l'épaule à la roue pour organiser des activités pour répondre à ce plan de communication-là. Selon leurs capacités, selon leurs intérêts, leur public ciblé ou leurs supporters peut-être. Donc, ça fait vraiment partie de la machine, puis le train avance à bon train. Mauvaise expression peut-être, mais ça avance bien. La grenouille saute. Ouais. On fait de grands bons pour faire des jeux de mots. Et donc, on s'enligne là, encore une fois, on veut par l'implication de différents publics, les municipalités, les organisations, les citoyens aussi, les communautés. On veut qu'il y ait des défenseurs de la conservation, on veut que des gens s'engagent, on veut qu'on adapte et on adopte aussi de meilleures pratiques. On l'a dit tantôt, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas bien l'espèce, ses besoins, ses habitats, sa situation. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour contrer cette lacune-là, on pourrait dire? Je vais vous présenter quelques actions qu'on a mis en place avec le plan de communication depuis les 3 dernières années. Entre autres, on a développé une image. On a développé une image pour le plan de communication. On a développé une image pour l'espèce qu'on appelle une espèce parapluie. Lyd, c'est quoi une espèce parapluie? Bien, en fait, c'est un terme un peu qui a été utilisé pour définir finalement à quel point cibler une espèce pouvait bénéficier à d'autres qui utilisent le même genre d'habitat. Donc, c'est comme un porte-étendard. Bon, c'est peut-être pas toujours le cas, c'est-à-dire que je pense que j'ai lu des articles là-dessus qui disaient que, il y a peut-être d'autres termes pour présenter ça, mais je trouve que l'espèce parapluie, c'est quand même une image qui est marquante en disant, ben
en mettant un chapeau par-dessus cette espèce-là, ben, on protège tout son habitat et toute la communauté, finalement, des espèces qui s'y trouvent. Donc, c'est un peu ça le concept d'espèce parapluie. On parlait de la fragilité de la rainette fougrillon tantôt, on parle aussi de fragilité des milieux humides. Hein? Et la fragilité autant au niveau de la qualité de l'eau, etc., que du nombre qui diminue comme peau de chagrin aussi dans le sud du Québec, encore une fois. Oui, ben moi, quand je me suis attardée à regarder son habitat en termes de conditions hydrologiques, parce que je désirais faire des aménagements, puis je voulais en connaître plus sur son habitat, sur les caractéristiques du paysage de l'habitat, je me suis aperçue dans nos travaux en géomatique que souvent les présences de l'espèce étaient reliées à des habitats qui étaient très riches en milieux humides, mais surtout en mauvais drainage, si on veut. Donc, il y avait quand même une forte proportion de milieux humides qui étaient présents. Pas nécessairement des milieux humides comme on les voit souvent, là, un étang quenouille qui est immuable, qui reste là à l'année, mais différentes variations au niveau des conditions d'inondation. Puis aussi, c'est des milieux qui sont très riches en toutes sortes de voies d'écoulement. Donc, ça permet à l'espèce de se déplacer et de coloniser de nouveaux milieux. Donc, elle a besoin quand même d'un milieu qui est très riche en milieux humides. Et ça, on n'en a pas partout parce qu'on a modifié énormément les usages de nos... c'est pour ça qu'elle se retrouve un peu pris entre les développements urbains qui ont complètement artificialisé le régime des eaux avec les zones plutôt agricoles, avec les nouvelles techniques d'agriculture qui ont complètement nivelé et drainé les milieux. Donc, on se retrouve vraiment dans des secteurs où le drainage est déficient, où il y a plus de milieux humides. C'est ça qui aide l'espèce à se maintenir dans le milieu. Mais ces milieux-là, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que selon le régime d'inondation, il y a des milieux qu'on appelle éphémères, c'est-à-dire qu'ils durent très peu de temps, ils vont s'inonder à la fonte des neiges, mais ça sécher très vite. Il y en a d'autres qui restent plus longtemps, suffisamment longtemps, admettons, pour une espèce comme la rainette fougrillon de pouvoir se reproduire, puis que ces jeunes se métamorphosent, puis deviennent de petites grenouilles prêtes à se déplacer dans l'habitat terrestre avant que leur milieu s'assèche. Et il y a des milieux qui sont un peu plus permanents, qui a toute une autre communauté qui occupe. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que dans le fond, quand on veut protéger un habitat, ben il faut aussi protéger la pluralité des conditions. Puis la rainette, ces habitats sont vraiment particuliers parce qu'ils ont une hydropériode particulière. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder toutes les spécificités qu'on n'a pas à vue d'œil quand on regarde un habitat. Fait qu'il y a vraiment des choses, des conditions particulières qui sous-tendent le fait qu'il y a certaines espèces qui s'y retrouvent puis pas d'autres. Tu as un peu répondu à la question qui m'a été posée dans la boîte de questions. D'ailleurs, je vous invite tous si vous avez des questions en cours de route, de les inscrire. Je vais les transférer à Lynn. Quelqu'un m'inscrit, c'est peut-être une question provocante, mais qui paraît importante pour faire comprendre les choses. Pourquoi protéger la rainette? En tant que telle, l'espèce, elle fait partie d'une chaîne, elle est un maillon d'une chaîne plus complexe d'un écosystème. Est-ce qu'il y a une particularité par rapport à la rainette du fait que c'est elle qui contrôle, par exemple, la quantité de moustiques qui va sortir d'un étang? Puis si la rainette disparaît, ben là, on va être envahi ou quelque chose comme ça? Est-ce que... Ben, je dirais que la rainette peut se nourrir d'insectes piqueurs, mais c'est pas le gros de sa nourriture. Mais moi, je prends ça de l'autre côté. La rainette, c'est le produit d'une évolution qui a pris des milliers d'années. Les amphibiens en tant que tels, c'est des phénomènes d'adaptation. Puis la rainette, c'en est un phénomène d'adaptation. Elle s'est adaptée à un type de milieu assez précis. Puis ce type de milieu-là, oui, il abrite plusieurs espèces, mais en même temps, il y a un rôle aussi écologique, puis il donne des services écologiques. Donc, ces milieux-là, ils n'ont pas juste un bénéfice pour la rainette, ils ont un bénéfice aussi pour des choses aussi bêtes que
prévenir les inondations ou séquestrer le carbone. Donc, il faut... Les services écosystémiques. Oui, oui, puis tout ça, moi, je pense que dans un système, on est dans un système. Dans un système, si on veut améliorer sa résilience, parce que les menaces sont nombreuses, dont les changements climatiques, on n'a pas les nommés, qui vont modifier considérablement les conditions. Et il va y avoir plus d'espèces exotiques envahissantes, il va y avoir plus peut-être de maladies. Plus on veut que notre système soit résilient, bien, plus il doit y avoir de diversité en termes d'espèces, en termes de conditions d'habitat aussi. La rainette, c'est juste un maillon parmi d'autres, mais on focus sur cette espèce-là parce qu'on se dit qu'elle représente un type d'habitat qui est en perte de vitesse et qui est important à conserver parce qu'il représente un élément de diversité important. J'espère que j'ai bien répondu à la question, mais tu sais, OK, oui, la rainette, mais en même temps, la rainette représente tout un élément, tout un système, toute une communauté. Et ces services-là, il faut en tenir compte. La qualité de l'eau et compagnie, là, la gestion des eaux aussi. Tu sais, on a eu des épisodes d'inondation, puis moi, dans mes recherches, j'ai vu que les plus grandes menaces, puis ce qui va avoir le plus d'impact financier sur les gens, vous et moi, ça va être probablement les assurances inondations, parce que de plus en plus de réclamations, il y a de plus en plus de cas d'inondation, mais pourquoi? Ça a toujours été, il y a toujours eu des modifications dans le climat. Là, elles sont plus importantes, mais aussi, on a enlevé la capacité de nos habitats humides de compenser justement ces événements-là. Donc, en enlevant les habitats humides, ben, on est plus sujet, en drainant les champs agricoles, ben oui, on peut semer plus vite, mais on active, on augmente la capacité, je veux dire, on réduit plutôt le temps du transport de l'eau entre la réception sur les milieux puis l'arrivée dans les cours d'eau, ce qui fait que ça provoque des inondations beaucoup plus importantes, beaucoup plus rapides. Fait que c'est juste comme une démonstration que, oui, la rainette, mais si on abandonne la rainette, on abandonne telle espèce, à un moment donné, on va se retrouver avec des espèces beaucoup plus généralistes, mais peut-être aussi avec beaucoup d'espèces exotiques envahissantes qui vont avoir leur lot de problèmes. Là. Prenez la carpe asiatique, là, c'est un gros problème qui a énormément d'argent. C'est nous autres qui payons les taxes, hein, qui payent ces programmes-là pour essayer de limiter l'expansion de ces espèces-là qui causent des préjudices importants. La moule zébrée, c'en est une. Et donc, je vous dis, tout ça, c'est un système. Fait qu'il faut prendre ça comme étant un maillon important parce que plus on enlève de mailles et plus on se rend probablement sensible à des modifications importantes puis des coûts aussi qu'on va finir par payer, tout le monde. Puis, d'ailleurs, ces coûts, les municipalités commencent à s'y intéresser de plus en plus. Il y a plusieurs études, dont le groupe de recherche de M. Duprat, qui chiffrent ces services-là, ces dépenses qu'on va avoir à assumer si justement le nombre et les superficies de milieux naturels diminuent. Merci, Lynn. Comme dirait Charles Tisser, c'est fascinant. Et je voulais qu'on se garde un petit peu de temps parce que j'aimerais ça retourner sur le plan de communication sur lequel tu as travaillé fort depuis 3 ans puis qu'on continue à porter aussi. Je voulais à tous vous présenter, il y a 3 groupes, mettons, d'outils de conservation qui ont été développés. Donc, entre autres, il y a des outils de sensibilisation et d'information. Je vais vous référer au site internet www.rainet.ca. Allez-y, gâtez-vous, allez voir ça après notre webinaire, bien sûr. D'ailleurs, on me disait que le son du cours vidéo que j'ai fait, que j'ai présenté en début de session, le son n'était pas bon, ne fonctionnait pas. Donc, je pourrais vous le mettre sur le site Rainet, www.rainet.ca. Vous allez trouver une foule d'informations sur la Rainet, sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment s'engager. Et la majorité des outils de communication qu'on a développés s'y retrouvent aussi. On voulait créer une infolette de façon saisonnière ou biannuelle afin d'informer tout le monde
sur ce qui est en cours, les nouveautés, les nouvelles connaissances, etc. Vous inviter à certaines activités. On a, comme tu as mentionné tantôt, Lynn, des visites de terrain qui ont lieu et qui vont avoir lieu aussi, on l'espère. D'ailleurs, il y en a une qui est prévue avec le Cœur des sciences au mois de mai. On est toujours un peu en stand-by avec le COVID, mais avec les mesures d'hygiène sanitaire, on devrait être en mesure de la tenir. Il y a des présentations webinaires aussi. Il y a eu des camps de jour avec le biodôme, des activités scolaires offertes, entre autres, par le Cœur des sciences, donc Sprint des sciences, allez voir ça. Super intéressant si vous connaissez des enseignants là, au secondaire. Puis il y a le biodôme aussi qui va offrir, et Ciel et Terre qui offre des activités scolaires aussi aux primaires. On a réalisé avec nos différents partenaires des nombreux blogs, des articles variés, dont La Nature sauvage, un magazine qui est présentement en kiosque. Il y a un article intéressant sur la rainette. Et on a créé une capsule vidéo aussi disponible sur notre site web, les brochures. Il y a des patrouilles qui se font dans le boisé du Tremblay. Allez-y faire un tour. Vous allez peut-être rencontrer notre cher Tommy et mon petit de Ciel et Terre qui est souvent présent. Ensuite, on a créé aussi des outils de formation de meilleure pratique. Vous vous rappelez des 6 objectifs du plan de communication. Donc, on va faire des formations avec des bénévoles. Ils ont été faits en fait récemment pour réaliser des inventaires. Il y a un guide de bonne pratique pour les gestionnaires propriétaires qui s'en vient cette année pour parution. Il y a des brochures sur les astuces à implanter lors d'interventions. Puis, on va faire des rencontres live aussi avec un biologiste pour poser toutes les questions qu'on a en tête. Et on termine sur des volets d'engagement. Je voulais vous présenter rapidement le programme ambassadeur de la Rainette Fougrillon parce qu'il y a un volet organisation. Donc, si vous êtes un groupe, par exemple un groupe scolaire, vous êtes des scouts, vous êtes un regroupement de citoyens, etc., vos voisins, vous voulez faire quelque chose pour la Rainette, pour aider à soutenir la Rainette, allez voir le programme ambassadeur de la Rainette Fougrillon, encore une fois, sur le site internet rainette.ca, vous allez retrouver les informations. Si vous êtes un citoyen, monsieur, madame, tout le monde, vous pouvez aussi vous engager de différentes manières. Donc, c'est bien beau l'information, mais après ça, on veut aussi qu'il y ait une suite. On veut que les gens prennent action. C'est le but de ce programme ambassadeur de la Rainette Fougrillon aussi. On va faire des infolettes. Puis, bien sûr, comme on a mentionné tantôt, un peu comment je pourrais dire, l'effort ou la concrétisation ultime, c'est la protection concrète et durable du territoire, idéalement par des statuts de conservation à pérennité qui protègent l'habitat de la Rainette Fougrillon. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Lynn, à propos du plan de communication et des activités? Bien, on aimerait, bien entendu, éventuellement augmenter le nombre de partenaires au sein de notre programme. On développe des outils, puis on veut développer des trousses, entre autres pour les municipalités, parce que dans le fond, on veut vraiment développer un sentiment d'appartenance chez les citoyens qui vivent près des milieux où la rainette est présente. Il y a plusieurs personnes déjà qui participent à des activités d'inventaire, de sciences citoyennes, tout ça. Fait que plus on va avoir de gens intéressés, plus d'une certaine façon, on va entendre parler de la rainette, puis c'est ce qu'on veut, mais on va l'entendre parler en bien. On va entendre un discours qui permet, disons, d'orienter peut-être des nouvelles politiques de la part des municipalités ou même du gouvernement pour favoriser qu'on puisse protéger ces milieux-là et éventuellement en faire bénéficier les citoyens parce qu'il y a des beaux projets de conservation avec de la mise en valeur, des sentiers qui ont été faits. D'ailleurs, je vous encourage sur notre site web rainette.ca, il y a une page sur les endroits qui ont été mis en valeur où vous pouvez aller vous promener, emmener vos enfants, vos amis. Et il y a des panneaux aussi qu'on installe tranquillement pas vite là, pour démystifier un petit peu la rainette, puis où vous pouvez rencontrer Tommy, entre autres, au Boisé du Tremblay. Mais il y a plusieurs endroits, donc, puis on aimerait augmenter le nombre d'endroits, entre autres en Outaouais. C'est plus lent et plus difficile en Outaouais, mais on espère pouvoir faire des petits en Outaouais, puis peut-être aussi au niveau de d'autres secteurs qui ne sont pas représentés présentement
en Montérégie, comme l'île Perrot, le sud du Canada, Beauharnois, Oui, c'est vrai. et ainsi de suite. Là. Fait que, donc, on travaille très fort, puis on a vraiment énormément de partenaires de différents milieux, puis on est très fiers de ça parce que ça représente quand même un momentum qu'on veut essayer d'augmenter finalement. Et puis, ça prend plus de monde encore. Fait que c'est notre objectif, c'est d'en parler souvent, puis d'en parler en bien. Oui, de changer effectivement la perception ou peut-être l'image qui a été autrefois véhiculée. Puis, comme tu dis, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Il y a de la place autant pour des organismes bien établis qui travaillent en environnement ou non. Ça peut être un regroupement de collègues de travail. Écoutez, en télétravail, on s'emmerde tellement que organiser quelque chose pour sortir puis vous voir, là, organisez-le autour de la rainette. Il y a de la place pour les citoyens aussi, donc on envoie tout le monde aller se renseigner sur le programme ambassadeur, puis découvrir aussi avec les belles journées qui s'en viennent là, de printemps. Allez-y, c'est le temps, ça chante, ça ne va pas chanter très, très longtemps, peut-être quelques semaines plus tard. Ça n'a pas commencé encore, là, je dois vous le dire. Là, ça n'a pas commencé, mais ça ne devrait pas tarder. Habituellement, c'est toujours autour de Pâques, que Pâques soit en avance ou, tu sais, des fois, Pâques est de bonne heure, mais habituellement, autour de Pâques, c'est toujours un peu le signal du départ des champs en Montérégie. Là, notre tempête de neige qui est prévue demain va ralentir un petit peu les ardeurs, mais possiblement que, parce que là, les milieux sont dégelés, la température est encore fraîche, là, donc quand la température de l'eau avoisine, tu sais, au soleil, 10 degrés, là, on peut dire que vraiment, ça stimule les mâles de chanter. Donc, on prévoit qu'autour de la semaine prochaine, là, ça commence à chanter. Puis là, dépendant des conditions, si la température est clémente, puis les milieux se réchauffent, parce que c'est vraiment la stratégie de l'espèce, hein, d'occuper des milieux qui se réchauffent rapidement au printemps. Donc, si ça se réchauffe assez vite, là, maintenant que c'est dégelé, mais ça va partir assez vite. Fait qu'à part qu'il y a deux miracles, il y en a un qui est religieux, puis l'autre qui est de la rainette. Fait qu'on va attendre la rainette à peu près dans le temps de Pâques ou dans ces eaux-là. Oui, c'est ça. Super. Il y a des questions qui commencent à rentrer, donc on va se garder un petit moment pour répondre à ces questions. Donc, je vais passer à la dernière. Et vous, j'ai le goût de vous faire un petit sondage. Ouais, ça c'est mes petites blagues. Suite à la présentation aujourd'hui, si je vous disais, si je vais faire un autre petit sondage, attendez si je suis capable de faire ça de façon intelligente. Je vais vous faire... J'avais une autre question pour vous. Voilà. On va y aller comme ça. Non, ça ne va pas y aller. Il me faudrait mes collègues. Oui. Oui, j'en ai une autre pour vous. Je le lance. Vous devriez voir à l'écran. La question, comprenez-vous mieux maintenant les risques associés à la rainette, à sa situation précaire et l'importance de la protéger? Est-ce que vous voyez ce sondage? Oh oui, ça. Oui, moi je le vois. Super. Je pense que c'est unanime. Succès. Et effectivement, 100% des répondants jusqu'à maintenant répondent oui, pour moi, c'est clair. Oui, mais il y a 0% qui disent oui, mais je doute qu'on puisse faire quelque chose. Non, c'est un sujet complexe. Super, ça me rassure, ça nous rassure. Puis, je vais aller tout de suite à la période des questions. Je vous invite en fait à utiliser la boîte de questions dans les paramètres de la plateforme pour pouvoir écrire votre question et je la transférer à Aline où je pourrai répondre moi-même. On a entre autres une question de Mme Marquis. On a parlé tantôt un peu à la blague aussi des insectes piqueurs. On a mentionné effectivement que la rainette se nourrit pas tant d'insectes piqueurs, mais elle remarque à Longueuil que depuis qu'il y a des traitements d'insectes dans le coin de Roland-Terrien, Vauclin, elle a l'impression que la population de rainettes diminue. Donc, sûrement qu'elle habite dans le coin puis elle les entend. Puis est-ce que tu as une corrélation ou par rapport au traitement BTI? Oui, bien, on a des préoccupations par rapport au traitement. C'est sûr que les traitements pour les insectes piqueurs, c'est à la base des traitements biologiques.
mais c'est surtout sur les composés qui font le mélange, qui permettent finalement à l'ingrédient actif, si on veut, de rester dans l'environnement puis de jouer son rôle. Ben c'est ça qui nous inquiète un petit peu. Il y a eu des études, mais on n'est pas sûr effectivement s'il y a un effet ou pas, mais il reste une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui ont un impact sur la rainette faugrillon. La rainette faugrillon, d'abord, les populations de grenouilles, d'habitude, ça fait des écarts importants. Ça monte, ça descend, c'est tendance. Ça, c'est de tout temps parce qu'ils sont reliés beaucoup aux conditions climatiques du moment. Donc, puis il peut y avoir des maladies aussi localement, puis il y a tout un processus d'émigration, de colonisation des milieux, puis je vous dirais, particulièrement pour la rainette, ben on a un impact majeur causé par le castor. C'est bête, on pense, le castor, on a entendu parler souvent, hein, que ça crée des milieux humides, c'est fantastique. Oui, c'est fantastique le castor, mais pas pour la rainette, parce que comme la rainette est dans un milieu humide assez plat, ben si le castor s'installe, ben là, on change complètement le régime hydrologique. On a des milieux permanents, on donne accès aux poissons et c'est catastrophique pour la rainette. On l'a vu, on a des populations importantes qui ont complètement pratiquement disparu de secteur parce que le castor avait inondé à grandeur le secteur. Donc, tu sais, ça peut être une combinaison de facteurs. Les changements climatiques, il y a des sécheresses, il y a surtout des temps doux l'hiver. Donc, est-ce que le gel pénètre plus loin? Puis là, on a un impact des mortalités hivernales en hibernation parce qu'il y a moins de couvert de neige. Il y a toutes sortes de choses qu'on ne sait pas encore. Mais ça ne devrait pas nous empêcher de faire des efforts, de conserver, parce que la connaissance va venir. Avec le temps, on va étudier davantage, on va pouvoir agir davantage. Mais pour l'instant, ce qu'il faut, c'est conserver ce qu'on a. Puis tu disais aussi qu'on était à minuit moyenne dans le sens où ça peut aller vite, la diminution ou la perte, la disparition des populations, des métapopulations, ça peut aller assez rapidement. Oui. Ouais. On a une autre question, une dernière question de M. Guertin. Est-ce que vous pouvez revenir sur la question des différentes populations de rainettes boréales et autres? Pourquoi s'occuper de cette espèce si elle est aussi présente chez nos voisins du Sud? En t'attendant, Lynn, j'expliquais que la rainette faugrillon de l'Ouest est maintenant une boréale par association génétique. Et donc, on en a quand même deux ensembles au Québec. Puis c'est vrai qu'effectivement, on l'a aussi aux États-Unis. Pourquoi en faire un cas? Bien, premièrement, ce qui me vient tout de suite à l'idée, là, c'est que c'est une espèce du Québec. Hein? Ce qu'on a au Québec, là, pourquoi qu'on s'en débarrasserait? Là, on a beaucoup d'espèces qui sont disparues du Québec. Est-ce qu'on veut stopper ça? Est-ce qu'on veut agir pour avoir ici une biodiversité au Québec? Moi, je pense que oui. Ça, c'est ma première raison. La deuxième raison, c'est, allons voir plus près cette espèce-là qu'on trouve au Québec. Est-ce qu'elle est en contact avec les populations au sud? Est-ce qu'elle est en contact avec les populations de l'Ontario? Non. Parce que elle est coupée en tant que telle, c'est trop distant. Et puis, il y a eu des études génétiques, entre autres, qui ont été faites récemment, qui ont mis qui ont éclairé le fait que plus la distance s'accroît, plus la différence au niveau de la génétique est importante. Alors, peut-être qu'on a au Québec une future espèce différente d'ailleurs. C'est ça la biodiversité, c'est que là, on est dans un laps de temps très court, mais il faut la voir sur l'évolution au total. On a peut-être un élément de la biodiversité qui est en train de se spécialiser, qui est adapté à nos conditions et qui n'est pas adapté aux conditions du Sud. Puis qui sait si au Sud, il n'y aura pas une espèce, une maladie qui décimera, comme les chauves-souris, hein? Il y a eu je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais là, c'était l'hécatombe partout, là. Alors, vaut mieux peut-être avoir une pluralité de population avec des caractéristiques spécifiques pour pouvoir justement, encore une fois,
avoir la résilience de résister à des événements qui peuvent atteindre un plus grand bassin de population. Et puis, tu sais, on veut au Québec, au Canada, on veut en avoir de la biodiversité. Pourquoi on laisserait... Puis notre biodiversité, elle est particulière parce qu'elle se situe à notre latitude. Elle développe des caractéristiques, des comportements, elle continue de se différencier des autres populations. Puis en plus, souvent, elles sont distantes. Donc, il n'y a pas de connectivité entre elles avec celles du Sud. Donc, moi, ça m'apparaît comme un trésor d'évolution qui est spécifique à nous. Prenons le chevalier cuivré. C'est une espèce endémique du Québec, tu sais, fantastique, mais notre rainette aussi, elle est d'une certaine façon spécifique. Elle est différente de celle de l'Ontario, elle est différente de celle du Sud. Donc, pour moi, elle est importante. Merci. On va finir rapidement sur 2 questions. La première de M. Lévesque, est-ce qu'il y a des processus de réintroduction de la rainette fougrillon pour assurer la pérennité de l'espèce dans les milieux en déclin? Oui, c'est en cours en ce moment, entre autres avec les travaux de Mme Boutier, le biodôme de Montréal. Il y a l'université, corrige-moi, l'université d'Ottawa qui travaille sur aussi de la reproduction et éventuellement de la réintroduction. Et derrière le site web de la Rainette, vous allez avoir un peu plus d'informations dans les prochaines semaines. On est en train de développer une page à connotation volet information scientifique. Et puis, je vais te laisser, Lynn, la dernière question de M. Messier qui demande est-ce que la rainette a besoin de plusieurs étangs sur un territoire pour se reproduire ou pour sa migration? Si oui, quelle est la distance à privilégier entre ces étangs? Bien, en fait, la rainette, c'est pas une grosse espèce. Hein? Je veux dire, elle a une capacité donc de dispersion qui est un peu plus limitée. Puis je vous dirais, en tant que spécialiste de l'espèce, de plus en plus, je pense qu'elle a besoin de milieux humides assez denses et aussi d'une particularité d'avoir des corridors, c'est-à-dire des voies perméables, faciles pour elle de se déplacer. Puis comme elle est toute petite, puis elle est habituée en milieu humide, moi, je considère que toutes les voies d'écoulement, les petits fossés, pas les torrents, là, mais toutes les voies d'écoulement, c'est beaucoup plus facile pour elle de se déplacer dans une voie d'écoulement que dans un milieu terrestre où il y a de la végétation et où elle doit se débrouiller pour traverser ça. Donc, en fin de compte, on a besoin d'avoir une certaine densité de milieu de reproduction parce qu'en théorie, selon les quelques études qu'il y a pour ces déplacements, elle ne franchit pas beaucoup de mètres par jour, puis encore moins, puis elle franchit très peu de mètres, je dirais, à distance de son étang natal dans une vie de rainette. Ouais. Donc, autour de 100, 200, un peu plus que 200 mètres sur certains cas. Donc, on peut considérer que si on veut avoir des populations viables et qu'on doit avoir plusieurs étangs de reproduction dans un secteur où il y a des échanges entre les populations, donc, il faut qu'il soit distant de moins de 200 mètres. C'est certain. Mais plus on a une densité d'étangs et plus on a de petits fossés, de voies d'écoulement, plus on a de chances que ça soit perméable. On parle souvent de ça, la perméabilité de l'habitat. Donc, pour une petite espèce de même, qui nage très bien par ailleurs, ben, pour elle, c'est plus facile s'il y a des conditions qui lui permettent de se déplacer rapidement d'un étang à l'autre, d'une année à l'autre, par des voies d'écoulement, par des conditions météo favorables. Admettons, une pluie, là, je veux dire, qui n'a pas vu des grenouilles traverser des rues quand il pleuvait, là? Donc, la rainette, tout comme les autres, elle peut franchir en plusieurs bonds, peut-être, là, mais des rues ou des boulevards, s'il y a des conditions favorables. Mais c'est sûr que c'est pas ça qu'on veut. On veut pas que son habitat soit fragmenté par un paquet de rues. On veut qu'il soit plus en milieu naturel puis lui permettre de se déplacer favorablement. Donc, d'abord, puis je vous dirais, pour conserver des caractéristiques hydrologiques favorables pour l'espèce, il faut essayer de limiter la zone de contact avec
avec des milieux transformés, des milieux agricoles, des milieux où il y a du développement industriel ou autre, pour essayer de conserver le moins possible de bandes qui subissent finalement les impacts de ce qui se fait à l'extérieur. On appelle souvent ça une bande tampon. Alors, on veut essayer d'avoir une superficie consolidée de conservation le moins possible de surface de contact avec des habitats non perméables ou non intéressants, non convenables pour l'espèce. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on doit penser. Mais malgré tout, il faut aussi privilégier des corridors de dispersion pour connecter tous ces... C'est comme une grappe de raisin, hein, pour connecter un petit peu tous ces raisins-là entre eux, ce qui permet de dire que si un jour, pour une raison XY, une partie s'éteint, ben on peut avoir la chance que ça soit recolonisé. C'est ça qui fait la résilience des populations de rainettes. C'est toujours un phénomène d'extinction, de recolonisation, sauf pour des étangs qui offrent des capacités importantes de reproduction, puis que là, il y a toujours des populations très en santé, très abondantes, qui se reproduisent année après année. Mais on a besoin aussi de toutes sortes de petits étangs autour qui, une année sur 2, une année sur 3, une année sur 5, dépendant des conditions, vont apporter aussi d'autres individus. Oui. Ils viennent pallier aux besoins selon la variabilité dans les années. Effectivement. J'espère d'avoir pu répondre correctement aux questions. Il restait des incertitudes, n'hésitez pas à je pense dire. Que juste le bien comprendre la biologie, l'écologie du milieu aussi, ça pourrait faire sûrement un webinaire en soi de plusieurs heures aussi. Donc, merci beaucoup, Lynn. Un gros merci au nom du RMN, Réseau des milieux naturels protégés, d'avoir participé à l'événement ce midi. Ça a été très apprécié, une vraie banque, une bibliothèque de connaissances sur la rainette. Et à tous et à tous, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous invite à aller voir le site rainette.ca pour aller découvrir les activités. Ça va se bonifier aussi au cours des prochaines semaines. Et de l'autre côté, le Réseau des milieux naturels est toujours là pour vous soutenir et faire la passe à le pont vers la connaissance sur la conservation volontaire, la conservation des sites protégés en terre privée. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. info@rmnat.org. Je vous souhaite une bonne journée encore une fois, Lynn. Merci. Bien, ça fait plaisir. Puis vous êtes tous des ambassadeurs de la Rainette puisque vous avez décidé d'assister à ce midi conférence. Donc, je vous donne une mission. Parlez-en autour de vous. Amenez vos amis, vos enfants. Allez visiter des milieux. Découvrez ce que c'est. Puis peut-être que vous allez l'aimer, la Rainette. Vous allez vouloir la conserver. C'est ce que j'espère. Merci. Tout le monde, c'est un rendez-vous le prochain mois, prochain midi conservation. J'ai le mémoire, 28 avril, c'est toujours le dernier mercredi de chaque mois. Et que vous allez recevoir l'information sous peu. Sur ça, je vous souhaite un bel après-midi. Je vous quitte. À la prochaine.